On m'a souvent demandé c'était quoi ça, cette idée-là de macros, hein? C'est quoi les lipides, les glucides, les protéines? C'est quoi ça, les macros? Bonjour, mon nom est Patrice Pétel et aujourd'hui, on regarde d'un peu plus proche, qu'est-ce que c'est cette idée-là de macros? C'est quoi ça, les macros, quand on parle de nutrition? Ben, premièrement, quand on parle de macros, on parle de trois choses. On parle de protéines, de lipides puis de glucides. Puis quand on parle de macros, on parle du pourcentage relatif de protéines, de lipides puis de glucides qu'on va avoir dans notre alimentation. Les protéines, évidemment, on sait à peu près c'est quoi. Les lipides, ben, c'est essentiellement les matières grasses qu'on va manger, donc les huiles ou les graisses animales ou les graisses végétales. Et les glucides, ben, c'est les sucres qu'on va manger. Donc, c'est ces trois catégories d'aliments-là et c'est le pourcentage relatif de la quantité de chacun qu'on va manger. C'est ça qu'on appelle les macros. Par exemple, moi, dans mon alimentation, j'ai à peu près 0 pourcentage ou pas loin de glucides. J'ai à peu près 65 de lipides et donc la balance en protéines. Ça, c'est à peu près essentiellement mon profil de macros que j'utilise pour moi, pour mon alimentation. Longtemps, j'avais une alimentation cétogène mixte, pas mal plus mixte. Carnivore, comme j'utilise en ce moment, c'est cétogène, mais j'avais une alimentation avec plus de matière végétale dedans. Mais là, habituellement, c'était en deçà du 10 grammes de glucides par jour. Et puis le reste, c'était les protéines, ça a toujours été pas mal la même cible. Et les lipides, un peu moins, étant donné que j'avais une partie de mon énergie qui était utilisée, qui était fournie, si on veut, par les glucides. Alors, c'est un petit peu ça qu'on parle quand on parle de macro. Mais pour bien comprendre ce qu'on veut dire, ben, il faut comprendre que le corps gère les aliments qu'on lui donne. Alors, quand on mange, après un repas ou peu importe, dès qu'on a mangé quelque chose, le corps ne va pas gérer les calories, le corps va gérer de la matière première qu'on lui fournit. Il va gérer les protéines sous forme d'acides aminés, il va briser les protéines et il va les briser il va les couper dans les composantes plus petites qu'on appelle les acides aminés. Il va briser, pour ainsi, il va ramener les graisses ou les lipides sous forme d'acides gras et il va convertir essentiellement les sucres en glucose. Évidemment, on a parlé du fructose la dernière fois, mais là, pour simplifier les choses, je vais parler seulement du glucose aujourd'hui. OK, donc, il ramène essentiellement à ça. Donc, les trois grandes catégories d'aliments, donc les glucides, les lipides et les protéines, sont ramenés sous forme d'acides aminés, d'acides gras, puis de glucose. C'est à ça que c'est ramené dans l'organisme. Puis pourquoi je dis que le corps ne gère pas les calories? C'est que jamais ton corps va regarder un aliment, il va dire: «Ah, ben, écoute, il y a 100 calories là-dedans», faire le calcul, sort la calculatrice, qu'est-ce qu'on emmagasine, qu'est-ce qu'on non, le corps ne gère pas ça. La calorie, c'est une unité de chaleur, une unité en fait, c'est une calorie, ça équivaut à la quantité de chaleur qu'on a besoin pour élever la température d'un gramme d'eau d'1 degré Celsius. Essentiellement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que 1000 calories ou 1 kilocalorie en alimentation, on parle de kilocalories. On va souvent dire ça a combien de calories, mais en fait, on parle de kilocalories, de portions de 1000 calories. Ben, c'est la quantité de chaleur qu'on doit fournir pour élever 1 kilogramme d'eau, donc 1 litre d'eau de 1 degré Celsius. C'est ça que ça veut dire la calorie. Donc, on comprend bien que le corps, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas en train de dire, bon, OK, ça prend non, c'est une quantité en laboratoire, qui est mesurée en laboratoire. Et comment c'est mesuré? Ben, ça vaudrait peut-être la peine de juste prendre quelques secondes pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment c'est mesuré, ça, les calories. Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir que, je sais pas moi, dans une pomme, il y a tant de calories, par exemple. Ben, comment c'est fait? On utilise ce qu'on appelle un calorimètre à bombe ou une bombe calorimétrique. Les deux expressions se valent, les deux termes se valent. On peut utiliser l'un ou l'autre des deux termes, peut-être d'autres termes aussi, mais je pense qu'une bombe calorimétrique ou un calorimètre à bombe, c'est quelque chose de très intéressant. En laboratoire, mon secondaire, avec mes élèves, ce que je faisais, j'utilisais des calorimètres, essentiellement pour ça, mais ce n'était pas les calorimètres à bombe que j'avais comme tel. On avait des calorimètres qui mesuraient essentiellement les échanges, genre des transformations physiques ou chimiques là, en laboratoire. Je faisais avec mes élèves, c'est le fun à faire avec un thermomètre et tout. Mais là, le calorimètre à bombe, lui, c'est un peu différent. Le calorimètre à bombe, lui, mais on va le voir ici, j'ai trouvé une petite animation sur la Russie, très, très intéressante. Alors, on a ici essentiellement le calorimètre, OK? Donc, on a les différentes composantes du calorimètre. On a l'agitateur, on a une matière isolante qui s'assure qu'il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur. Puis, là, on voit ici, il y a un contenant avec de l'eau à l'intérieur, un thermomètre. Et ici, dans la petite capsule qu'il y a ici, ben, il y a de l'oxygène. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essentiellement passer un courant électrique qui va faire réagir l'oxygène avec l'électricité, faire pouf, et là, ça va avoir une combustion complète. Il y a assez d'oxygène pour s'assurer d'une combustion complète de l'aliment, de l'échantillon qu'on va mettre à l'intérieur du calorimètre.
OK? Donc, ce qui va se passer, peut-être que je peux faire marcher un petit peu, je ne veux pas trop utiliser, je ne connais pas trop les règles au niveau de l'utilisation du matériel dans les shorts de même. Je ne veux pas trop utiliser, mais je vais déjà faire l'animation. Je vais mettre le lien en commentaire, pas en commentaire, dans la note d'épisode, pour que vous puissiez aller voir cette animation très bien faite, résume très, très bien. Alors, évidemment, ici, on a un récipient qui est renforcé, hein, parce qu'il y a littéralement une petite explosion qui se passe à l'intérieur de ça ici. Et là, c'est essentiellement une chambre à combustion. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va déterminer la quantité d'énergie que ça a pris pour élever la quantité d'eau qu'il y a autour d'un degré Celsius. OK? Pour que ça puisse déterminer les calories, si on veut, de l'aliment en question. Donc, si je pars ça ici, Chaleur de combustion des aliments et des combustibles. À l'intérieur, l'échantillon dispose de suffisamment d'oxygène pour que sa combustion soit complète. On fait passer du courant électrique dans un filament, le filament rougit et enflamme l'échantillon. donc on va vraiment, le processus est très simple. Mais ce que je veux qu'on comprenne bien ici, c'est que le calorimètre à bombe, évidemment, ça n'a aucun rapport. Notre corps n'est pas un calorimètre à bombe, hein. Le calorimètre à bombe, c'est un système qui est fermé. OK? Puis le système fermé, c'est un système qui ne permet pas d'échange de matière avec l'extérieur. C'est ça un système fermé. Alors, le calorimètre à bombe, si on regarde encore ici, hein, ça ici, c'est un système fermé, le calorimètre. Puis, ben, en fait, le récipient renforcé qui permet les échanges de chaleur avec l'eau ici. Mais tout ça ici, c'est fermé comme tel. Il n'y a pas de matière qui peut être ajoutée, puis il n'y a pas de. Donc, c'est vraiment un système fermé. Ben, le corps, c'est pas un système comme ça. OK, puis ça, c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Ben, parce que le corps, il y a des échanges de matière et d'énergie avec l'extérieur, hein. Heu, on comprend bien que le corps, c'est pas seulement une question de ce qu'on appelle la thermodynamique, hein. Le corps, c'est une question de biochimie. Le corps, c'est une question de signaux hormonaux. Le corps, c'est une question de métabolisme. Il va prendre les éléments qu'on lui fournit et il va les gérer. Il va en faire la gestion, essentiellement. Dans un calorimètre à bombe, on a un système fermé où est-ce que tout est brûlé, toute l'énergie est captée, puis il n'y a rien qui va s'échapper, hein, du calorimètre à bombe comme tel. Puis donc ton corps, c'est pas ça. Ton corps, il absorbera pas tout, il ne va pas tout utiliser, il va transformer, il va éliminer, il va recycler. Donc ton corps, mon corps, c'est pas quelque chose de fermé du tout, là. Puis tout ce qui rentre ne sera pas brûlé, tu vas pas tout consommer ce qui rentre dans ta bouche, hein. Ton corps va le traiter. Ton corps va décider d'en absorber une partie, va décider d'en transformer une partie, puis va décider aussi d'en éliminer une partie et d'en stocker. Donc, tout le modèle du calorie in, calorie out, c'est un modèle qui est très réductionniste, c'est un modèle qui est très simpliste et qui est même pas, selon moi, qui est plus du tout utile. Par exemple, on va vous dire que en termes de calories, les lipides, ça a 9 kilocalories par gramme, hein. Donc, un lipide, ça a 9 kilocalories par gramme. Les protéines puis les glucides, c'est 4 kilocalories par gramme. On comprend bien que le glucide, qu'il soit sous forme de fibres, puis on se comprend que les fibres, il y en a 2 sortes de fibres. Il y a les fibres solubles, puis il y a les fibres non solubles. Mais dans tous les cas, les fibres, ça passe droite. On les mange, les fibres, et on leur dit bye-bye quand on va au petit coin. On se comprend-tu? Quand on va au numéro 2, ben, on dit bye-bye aux fibres. OK, ils passent droite, puis ils sont éliminés. Bon, et ça ne change rien que ce soit des fibres non solubles ou des fibres solubles. La seule différence, si vous avez entendu parler, comme par exemple, ils vont dire, ah, mais les fibres solubles, comme dans l'avoine, par exemple, comme le lin, le chia, c'est bon parce que ça. Ben, la seule différence, c'est que le fibre soluble va faire un genre de gel, un gel qu'on appelle le mucilage. Le mucilage, vous savez, quand on prend des graines de lin puis on met ça dans l'eau, par exemple, le chia, on va le mettre dans l'eau. Des fois, on se fait des breuvages avec le chia, on fait gonfler ça. Quand on fait gonfler le lin, quand on fait gonfler le chia, ou même le griot, là, dans un moindre rapport, l'avoine, ça va faire comme genre de gelée quand on le fait tremper dans l'eau, hein, ça fait comme genre de petite gélatine. Ben ça, c'est ça le mucilage. Puis ça, c'est les fibres solubles qui vont se gonfler d'eau et qui vont faire en sorte que quand c'est rentré dans l'intestin, ça va se gonfler d'eau, ça va ralentir l'absorption de certaines des affaires, hein. Puis ça va être fermenté par les bactéries de l'intestin. Et là, ça va faire ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, hein. Ces acides gras à chaîne courte, ben, tu vas avoir, hein, peut-être que tu as entendu parler du butyrate, hein, ou du propionate, ou même de l'acétate. C'est des acides gras à chaîne courte qui vont donner un peu d'énergie au corps. C'est aussi bon pour, ben, justement, c'est bon pour plusieurs choses. Le butyrate, entre autres, c'est un acide gras à chaîne courte qui est fait avec, justement avec le- les bactéries intestinales, hein. Ça produit donc des nutriments à notre corps via la fermentation des fibres solubles par
le, le microbiome intestinal. OK? Donc, et ça, c'est intéressant. Évidemment, le butyrate, il n'y a pas juste par la fermentation. Le butyrate, le mot qui vient du latin, butyrum, hein, qui veut dire beurre. Le beurre contient de l'acide de l'acide butyrique à l'intérieur. Il contient du butyrate. Ce qui est important dans ça, c'est de réaliser que les fibres qui passent, qui ne sont pas absorbées comme telles, à part, comme je vous dis, le petit peu d'énergie qui va fournir la fermentation des fibres solubles dans l'intestin. À part ça, à part cette petite quantité d'énergie qui va être fournie par ça, tout le reste des fibres passe droit. Hein, il passe tout droit. Mais quand tu regardes l'étiquette de ton aliment, l'étiquette nutritionnelle, quand tu vas au magasin et tu regardes l'étiquette nutritionnelle dessus, bien, sur l'étiquette nutritionnelle, tu vas avoir une quantité de calories. Bien, la quantité de calories qui est écrite là, bien, tient compte de l'ensemble, donc du 9, du 4 grammes, 4 kilocalories par gramme des fibres, même si ton corps ne brûle pas les fibres. Ça passe droit. OK. Donc, on comprend-tu que ça donne rien comme énergie, ces fibres-là, ça fait juste passer tout droit. Évidemment, il y a d'autres arguments à savoir pourquoi les fibres seraient bonnes ou pas pour l'organisme. Ça, c'est une autre discussion qu'on va pouvoir avoir une autre fois. Mais ça pour dire que la fiche signalétique, elle est utile, pas signalétique, la fiche nutritionnelle, elle est utile jusqu'à un certain point. OK? Puis peut-être que si je devais regarder la fiche en ce moment, ben, on l'a ici, la fiche. Puis vous les voyez, les macros ici, qui sont bien répertoriés. Donc, premièrement, ici en haut, vous avez les calories. Hein? Donc, ici, vous avez les calories. Et là, vous avez les lipides. OK? Vous avez les glucides et vous avez les protéines. OK? Bon, comme je vous dis, la fiche comme telle, ça, j'ai pris ça du site du gouvernement du Canada qui explique un petit peu le tableau des valeurs nutritives. On l'a ici, donc les valeurs nutritives d'un aliment comme tel. Et c'est important toujours, quand on consulte la fiche nutritionnelle, de toujours tenir compte de la quantité qu'on utilise. Parce que le 110 calories, ça va ici, dans ce cas-ci, pour une tasse ou 250 millilitres d'aliments. OK? Donc, c'est important de toujours tenir compte de ça. Puis, je vais vous faire remarquer aussi que, voyez-vous ici, 26 grammes de glucides, dont 22 grammes dans les sucres ici, on parle de monosaccharides ou de disaccharides. Je vous invite à aller consulter l'autre épisode que j'avais fait un peu avant sur les glucides pour savoir la différence entre les monosaccharides et les disaccharides. Mais ces sucres-là ne contiennent que, parce que vous voyez ici, dans les glucides, vous avez 26 grammes de glucides, 22 grammes de sucre. Donc, ces sucres-là, ça englobe, comme je vous dis, les monosaccharides et les disaccharides. Donc, ça peut être du sucrose, du fructose, du glucose, ça peut être du maltose, ça peut être différents sucres simples, mais c'est tout inclus dans ce libellé de sucre ici. Et vous voyez ici, il y a 0 fibre. Ça veut dire qu'il y a 4 grammes de glucides qui sont ni des fibres, ni des sucres. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça pourrait être de l'amidon, ça pourrait être des polyols, des alcools de sucre. Hein? Ça peut tout être ça là, dans ce qui est glucides. Mais si vous voulez décortiquer, au total, donc, il y a 26 grammes de sucre dans cet aliment ici, il y a 0 g de fibres, puis il y a 22 grammes de sucre. Et donc, aux 22 grammes, pour obtenir un total de 26 grammes, évidemment, il faut rajouter 4 grammes de quelque chose. Donc, comme je vous dis, ça peut être des amidons, ça peut être pardon, de l'amidon, des polyols, peu importe. Et les protéines, 2 grammes. Alors, vous avez les 3 grandes catégories de macros ici, les lipides, les glucides et les protéines. Et c'est quoi le rôle de ces macros-là, de ces grandes catégories d'aliments hein, qu'on va manger? Bien, une bonne partie des protéines et des lipides, bien, ça va servir à fabriquer des choses dans notre organisme. OK? Donc, si on regarde ici, donc on voit que le rôle des macros, le rôle des aliments, qu'on appelle grossièrement macros, là, les protéines vont surtout servir pour la structure du corps. Hein, les muscles, le collagène, tout ce qui est structurel, on peut dire, là, c'est les protéines. C'est comme le matériau, c'est comme le bois hein, dans une maison, le bois de charpente, le bois. La protéine, c'est vraiment la structure comme telle de notre corps. Et les lipides, ben, ça va aussi servir à la structure. En plus, ça va se fournir de l'énergie, alors que les glucides, c'est presque strictement de l'énergie que ça fournit, l'énergie rapide que ça fournit. Ça ne fait pas vraiment d'autre rôle. Puis comme je vous l'ai souvent dit dans le passé, il y a des acides aminés essentiels, il y a des acides gras essentiels, il n'y a pas de glucides essentiels. Hein. Le besoin en glucides pour l'organisme humain est de 0 g par jour. On n'a pas besoin. Même sur la fiche signalétique, et c'est pour dire, pas signaler fiche nutritionnelle, regardez ici. Si je regarde sur la fiche nutritionnelle, ok, regardez ce qui est écrit ici. Et regardez, c'est intéressant. 22 grammes de sucre, donc en glucides, là, en glucose,
c'est des monosaccharides, des disaccharides qui se transforment à peu près essentiellement tout en glucides. Il me dit que 22 grammes, ça représente 22%. Fait qu'au maximum 100 grammes. Fait que même si tu te fies sur la fiche nutritive, tu es supposé avoir au maximum 100 grammes. Moi, je vous le dis, en tout cas, de long, ce que j'ai moi, mes recherches à moi, ben, tu n'en as pas besoin du tout de glucides parce que ton corps comme tel, il est capable de fabriquer tout le glucide qu'il a besoin à partir des acides gras et ou à partir des protéines. Donc, il n'y en a pas besoin comme tel de glucides, ton corps. En tout cas, c'est pour ça que moi, mon apport en glucides alimentaires, est à peu près nul. Des fois, je vais m'en permettre, là, c'est toujours bien pas une religion, être carnivore, mais règle générale, j'essaie de me tenir là, certainement en bas du 10 grammes, certainement en bas du 5, et le plus souvent qu'autrement, j'essaie d'être à 0 grammes par jour, à part les glucides qu'on peut trouver peut-être dans les œufs ou dans le foie ou quelque chose comme ça. Mais sinon, des glucides végétaux, en tout cas, j'en mange pas, ou à peu près pas. J'essaie en tout cas. Parce que, pourquoi? Mais parce que c'est là que je me sens mieux. C'est là que mon corps est mieux, c'est là que je me sens mieux. Quand j'en ai pas dans mon corps, ben, ma douleur s'en va, toutes mes douleurs articulaires et tout ça, ça s'en va pour ça de raisons qu'on voit une autre fois. Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment la meilleure solution. Puis je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis juste un un vieux prof de sciences, un vieil enseignant en sciences qui a fait des recherches pour essayer de gérer moi-même mon problème de douleur chronique que j'avais, ma lutte depuis que je suis jeune contre l'obésité, contre le surpoids, hein. J'ai comme une vie à combattre ça, à combattre les douleurs chroniques. J'avais plusieurs sortes de douleurs chroniques, de l'inflammation et donc j'ai essayé de combattre ça. Puis pas juste ça, j'ai été diagnostiqué, de troubles de déficit d'attention pour gérer ça, gérer aussi, tu sais, en vieillissant, il y a souvent, c'est difficile la santé mentale, mais ça aussi, ça m'aide à gérer ça, hein, cette alimentation-là qui est faible en glucides, m'aide à gérer tout ça et c'est là que je me sens mieux, en tout cas, pour moi, puis pour vous, ben, allez consulter. C'est sûr qu'avant de changer de style de vie, consultez un, avant de changer de style de vie, consultez un professionnel de la santé qui s'y connaît. Et de grâce, en fait, tu sais, si la personne ne connaît rien en alimentation, si vous lui posez des questions et qu'elle n'est pas sûre ou qu'elle vous dit, euh, premièrement, informez-vous, faites vos recherches, validez vos informations. Et c'est là que je pense qu'on peut prendre notre santé en main, qu'on peut vraiment être responsable avec notre propre santé. Donc, dans ma pensée à moi, hein, les protéines, c'est une cible. Pourquoi? Mais parce que peu importe si on met l'emphase dans notre alimentation sur les glucides, puis qu'on diminue les lipides, ou qu'on met l'emphase sur les lipides, puis qu'on diminue les glucides, peu importe lequel des deux sources d'énergie qu'on va privilégier, ben, une chose est claire, la protéine, elle va rester la même cible ou à peu près. En vieillissant, on a besoin de plus de protéines, c'est vrai. Par contre, on ne doit pas manger moins de protéines qu'on a besoin. Puis n'oubliez pas que dans la fiche nutritionnelle, hein, ça aussi c'est quelque chose d'important à savoir sur la fiche nutritionnelle, c'est que dans la fiche nutritionnelle, les quantités qui sont énumérées, ça, les quantités recommandées, c'est pour éviter les carences nutritionnelles autant que possible. À part pour les glucides, comme je vous dis, c'est bon. Mais pour les protéines, puis pour les acides gras essentiels, en tout cas, c'est pour éviter la carence, c'est pas pour la santé optimale. Et en vieillissant, on a tellement de difficultés, notre corps a tellement de difficultés à absorber les protéines, et en particulier les protéines végétales, qu'il faut vraiment cibler des protéines animales essentiellement de bonne qualité pour pouvoir performer, pour pouvoir s'assurer qu'on n'a pas de sarcopénie. En vieillissant, les muscles ils ont tendance à perdre de la masse, perdre de la force, hein, les muscles se ratatinent, hein. Et donc, la sarcopénie, c'est quoi? C'est la perte de masse musculaire. Et ça, c'est un des dangers les plus criants pour la personne vieillissante. Donc, la sarcopénie. Après ça vient l'ostéopénie, puis l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est quand les os sont très poreux et très fragiles, comme très, très friables. Mais avant l'ostéoporose, il y a l'ostéopénie. Parce que la matrice, et ça, c'est important à savoir, c'est que la matrice, l'os, c'est pas juste du calcium, c'est pas juste inerte, c'est pas juste comme de la roche, l'os. L'os, c'est un matériau vivant qui se transforme, qui se modèle, qui vraiment change avec le temps. Et donc, oui, il y a du calcium dans les os, il y a des minéraux dans les os, mais plus important, il y a une matrice de collagène, il y a une matrice de protéines qui est autour de l'os et qui va servir de structure pour justement les minéraux, les minéraux aillent s'y insérer. Si tu n'as pas assez de protéines dans ton alimentation, tes os vont en souffrir, comme tes muscles d'ailleurs, comme tous tes systèmes dans ton corps ont besoin de protéines et ont aussi besoin de bons lipides, donc d'acides gras. Ils ont besoin de gras saturés, tout ton cerveau, ils ont besoin de gras saturés. Ton corps a besoin de gras saturés, il a besoin de cholestérol. On va voir ça dans un autre épisode. Pourquoi le cholestérol est essentiel à la santé? Sans cholestérol, tout ton système hormonal va être déréglé. Je veux dire, le cerveau, à peu près 25% du cerveau, c'est du cholestérol.
S'entends-tu? À peu près 20 à 25 des membranes de tes cellules dans le corps, toutes les cellules qui composent le corps, à peu près 25 c'est du cholestérol. Le cholestérol, il y en a, on en a besoin pour la testostérone, pour toutes les hormones qui font. Il y a du cholestérol à peu près toutes les hormones. En tout cas, certaines les hormones thyroïdiennes. Donc, c'est vraiment essentiel à la vie, le cholestérol, et on l'a vilipendé, on l'a attaqué de toutes pièces depuis les années 80 et même un peu avant, particulièrement le cholestérol alimentaire, mais on en a besoin et on en a vraiment besoin. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Toujours est-il que les protéines sont une cible, les glucides, c'est une limite, puis les lipides, ben, c'est à satiété. Hein, et c'est ça, c'est important de comprendre que quand tu prends tes protéines, tu en manges assez de protéines, donc, tu sais, on peut calculer à peu près quoi? Ben, pour une personne vieillissante, moi, je dirais 1 à 1,5 grammes de protéines par jour. Ça, pour moi, c'est conservateur parce qu'en vieillissant, on a vraiment la misère à absorber la protéine. Et donc, c'est conservateur, 1 à 1,5, même 1,2 à 1,5 grammes de protéines. Mais ça, c'est pas les grammes de viande, là. Pour cette quantité de protéines-là, ben, on a à peu près besoin de, tu sais, 4 grammes de viande. 1 gramme de protéines, c'est 4 grammes de viande par kilo. Si c'est du poulet ou du porc, mais c'est 5 grammes de viande pour 1 gramme de protéines. Donc, on réalise-tu qu'il faut manger, là? Donc, pour 1 gramme de protéines pures, ça prend 4 à 5 grammes de viande cuite. Et pas moins que ça. Et si vous utilisez des protéines végétales, mais là, considérez que c'est encore plus que ça. OK? C'est beaucoup plus que ça. Puis évidemment, si vous privilégiez les protéines à base de plantes, c'est votre choix et c'est à vous de voir. Mais il faut comprendre aussi que plus on mange des protéines végétales, il y a aussi toute la matrice alimentaire qui vient avec et donc il y a les calories qui sont ajoutées à ça, hein. Évidemment, il faut manger beaucoup plus de légumineuses, par exemple, si on veut avoir assez de protéines. Parce qu'oubliez pas, dans les légumineuses, il y a toutes sortes de protéines qui ne sont pas qui ne sont pas absorbées et qui passent tout droit dans le système digestif parce qu'ils ne sont pas absorbés. Il y a différentes protéines dans les légumineuses, entre autres, que le corps absorbe simplement pas. Puis ça, on va voir ça dans un autre épisode qui va parler strictement là-dessus. Donc, il ne faut pas avoir peur du gras, d'une part, particulièrement le gras animal, ou le gras saturé comme le gras de coco, ou le gras de l'huile d'avocat, c'est excellent. Les huiles de fruits sont super. Les huiles de fruits, je parle quoi de l'huile de fruits? Ben, les gras de fruits, on parle du gras de coco, on parle de l'huile d'olive, on parle de l'huile d'avocat, on parle de ce genre d'huile-là, ça c'est excellent. Si vous voulez mon avis, tenez-vous très, 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 très loin des autres huiles végétales. Tout ce qui est huile végétale industrielle, là, genre huile de graines, oléagineuse, tenez-vous-en loin, c'est très néfaste pour la santé. Dites-vous bien que dans l'histoire de l'humanité, avant le 19e siècle, l'être humain n'avait jamais rencontré ou à peu près jamais rencontré les huiles qu'on retrouve sur les tablettes des supermarchés aujourd'hui. Les huiles, à part l'huile d'olive, l'huile de coconut qui est à température pièce, qui est solide, l'huile d'avocat même, on ne l'avait pas. C'est plus récent, mais ça fait quand même assez longtemps que l'être humain en mange, l'huile d'avocat. C'est plus récent dans l'histoire. À part ça, peut-être l'huile de sésame qui était utilisée peut-être comme condiment dans certains pays. Et à part ça, il y avait pas vraiment d'huile, végétale comme telle qui était utilisée, comme je vous dis, à part le coco, l'olive, l'avocat, hein. Puis la palme. L'huile de palme, c'était utilisé aussi, dans certains pays. Donc, à part ces huiles de fruits-là, les huiles, hem, ce qu'on appelle les huiles végétales, les huiles de graines oléagineuses, que ça soit le pépin de raisin, que ça soit le canola, que ça soit l'huile de maïs, l'huile de peu importe, l'huile de soya, ces huiles-là c'est très, très néfaste pour la santé et ça, je vais faire un épisode complet là-dessus, ça, c'est sûr. Mais moi, j'essaie autant que possible de ne pas manger, d'huile végétale dans mon alimentation. Je parle d'huile végétale, l'huile de graines, OK? L'huile de coco volontiers, j'ai aucun problème. L'huile d'olive volontiers, l'huile de palme volontiers, j'en mange pas souvent par contre. L'huile d'avocat, c'est neutre, on en prend à l'occasion. Mais personnellement, je privilégie le gras de bacon, le gras de le beurre et ainsi de suite pour ma propre alimentation. Et encore là, je vous dis pas quoi faire. Je vous dis ce que moi je fais, puis qu'est-ce qui marche pour moi. OK? Puis pourquoi je m'en abstiens? Ben parce que selon ce que j'en ai lu, ben, l'être humain connaissait pas ça. Puis au début, c'était, hein, l'huile de soya, entre autres, l'huile de coton, qui est à l'origine, du Crisco, là, c'était une façon de lubrifier les roues des calèches, là. C'était c'était du lubrifiant industriel essentiellement. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit: «Ah ben, peut-être qu'on pourrait vendre ça comme à la place des différentes graisses, la graisse de baleine puis tout ça». Puis ils ont trouvé une façon de rendre ça moins toxique. Moins toxique. Donc, là, je sais pas si c'est évidemment
Aujourd'hui, c'est plus l'huile de coton, là. C'est surtout l'huile de soya, je pense, ou l'huile, peut-être l'huile de palme aussi dans le Crisco, il faudrait voir, de l'huile hydrogénée en tout cas, il faudrait voir. Mais une chose est claire, c'est que je m'en abstiens le plus possible. Si j'ai du bon Saindoux ou, du gras de porc donc ou du fil, du gras de bœuf, c'est excellent et le beurre, c'est excellent et donc moi, j'utilise ces aliments-là, je privilégie ça. Mais par contre, on cuisine beaucoup avec de l'huile de coco ici et puis de l'huile d'olive et de l'huile d'avocat comme telle. Donc, grosso modo, les macros, c'est ça. C'est 3 catégories de types d'aliments, 3 grandes classes d'aliments, les protéines, les lipides et les glucides. Et ça vous donne petite idée de comment gérer vos aliments. Essayez de comprendre aussi la fiche nutritionnelle. All right? Fait que sur ça, je vous laisse. À la prochaine. Je ne suis pas médecin. Rien de ce que je présente ici ne constitue un avis médical, un diagnostic ou une recommandation. Je suis seulement un prof de science qui partage ce que je comprends de la littérature scientifique et de ce qui fonctionne pour moi personnellement. Ne prenez jamais de décision de santé sur la base de ce contenu seul, ni de n'importe quel autre contenu en ligne. Faites vos propres recherches, prenez le temps de comparer les sources, de vous tenir loin du marketing et de comprendre ce que vous faites. Consultez